Très bien, mais bon, vous Tu verrez peux tout à appuyer l'heure sur le pour ceux qui bouton, sont là. courageux. Oui, je vais faire le slide. Le slideshow. Slide maintenant. Donc ce soir, on parle Docker, tout le monde entend correctement. Comme ça aussi. Donc là, ça Vous avez hésité pour la présentation entre cœur de Docker, quoi de neuf Docker, et puis finalement, on va juste faire Docker. Voilà. Donc, je peux enchaîner. Docker, c'est un tout petit truc. Voilà. Alors, c'est un tout petit programme qui est là depuis assez longtemps. Et puis, finalement, quand on regarde dans la presse, on s'aperçoit que c'est quelque chose de particulièrement important. Voilà. On a vu dans le slide précédent, Google dit, les conteneurs, moi j'en fais, et j'en fais même, comme vous savez, 2 milliards par semaine. C'est juste un peu plus que le nombre d'utilisateurs de Google. Donc ils traitent plus de conteneurs, plus de déploiements de conteneurs par semaine qu'ils ont d'utilisateurs. Donc c'est pas quelque chose de tout à fait anodin. Clubic nous annonce que l'industrie du logiciel va se reformer autour de tout ça. Le next big thing dans la vie de tout le monde, ça va être Docker. À partir de là, on peut commencer à avoir des doutes. Ça veut dire, pourquoi j'en ai pas entendu parler, moi? Donc on est là pour ça, pour établir l'équilibre, pour que tout le monde en ait entendu parler, puis qu'on soit capable d'en parler autour de nous. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que Docker, à l'origine, c'est un Français qui, en 2008, vous le voyez mieux que moi, en fait. En 2008, ce type-là, il est monté à CRL en France, capital de 1000 €. Et puis, en fait, il a essayé de faire marcher ça en France, ça n'a pas marché. Alors, il est parti aux US, il a levé 800 000 €, et la boîte s'est fondée sur ce principe-là en mars 2013. Un an et demi plus tard, elle valait 400 millions $. Alors 400 millions $, c'est pas... On est habitué à Facebook, des chiffres qui sont tout de suite en milliards. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on est un site web, on peut faire des milliards de $, mais si on est un truc technique, faire déjà plusieurs centaines de millions de dollars sur un sujet technique, c'est un rythme Docker. Hein. Je veux dire, ça ne va pas intéresser... c'est difficile d'en parler avec le nez au coin du feu, quoi. Hein. Je veux dire, et toi aussi, tu as un compte Docker, c'est vachement difficile. Ça passe pas, quoi. Donc 400 millions de $, sur un truc technique, c'est pas mal. Voilà. Le journal du net, c'est pas forcément un truc que je vous recommande, mais révolutionner l'informatique mondiale, on commence à avoir des soupçons. Voilà. Et puis Cheval Cité qui nous dit qu'ils ont un nouveau petit calèche qui s'appelle Docker, mais ça n'a rien à voir. Sauf que ça apparaît dans Google aussi. Voilà. Pour viser votre attention. La façon la plus étroite de considérer, alors pour les fans, vous reconnaîtrez les titres. Voilà. La façon la plus étroite de considérer Docker, c'est comme une solution de virtualisation applicative. Avant, on avait... voilà, c'est ça. Avant. Souvenez-vous, papa et grand-papa, ils faisaient ça. Donc ils mettaient une application sur un OS. Que c'est que le jeu? Maintenant, on met l'application dans une bulle applicative. Donc faites péter les bulles, c'est Docker. Voilà. Ça sert à ça, à mettre une application sur un OS, mais plus compliqué. Alors pourquoi on fait une bulle? Une bulle, c'est pour plein de raisons. Une des premières raisons, ça consiste à dire je veux pas que celle-ci et celle-ci se voient. Alors comme ça, on fait une bulle, chacun est dans sa bulle, tout va bien. Une autre raison, c'est pour dire aussi je veux pas que ça et ça se voient. C'est fréquent sur les OS comme Microsoft où on n'a pas envie que les applications viennent pourrir le registre local. Voilà. Donc il existe plein de solutions de bulles applicatives sur Microsoft, et celle-ci, c'en est pas une, en fait. Hein. Parce que sinon, on aurait des mots qui marchent. Voilà, exactement. Donc ça marche pas tout à fait comme ça sur Microsoft, mais bon, c'est le principe de bulle applicative, il est connu depuis longtemps, et c'est ce à quoi sert Docker. Le premier truc, c'est la bulle applicative, donc isoler les applications les unes des autres, isoler les applications de l'OS qui en dessous. Voilà. Là, on a La première démo. Donc dans cette première démo, je suis censé vous exécuter admirablement en quelques lignes de commande un Eclipse sans avoir rien installé sur mon poste, juste en récupérant une image Docker, entre autres. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous montrerai tout à l'heure. Donc juste pour expliquer comment ça fonctionne un petit peu, puisque c'est censé être les apartés techniques. Pour l'écoute, j'ai toujours dit que ça marchait quoi. Ça marche très bien sous une VM qui tourne sous Linux quand Linux supporte le partage d'écran, mais du coup ça marche moins bien. Là,
Comment? Il ne fait que projeter. Non, c'est la prise DVI qui marche pas. Donc en fait, il n'y a rien dans des messages. Donc en fait, quand vous récupérez une image Docker, il faut savoir que Docker c'est organisé autour d'un registry. Donc je vais prendre le micro parce que sinon ça n'enregistre pas. Voilà pourquoi Jérôme me fait des signes. Quand vous récupérez une image depuis Docker, vous avez en fait un démon qui tourne sur votre poste et ensuite vous avez un client. Ce client, il comporte un certain nombre d'outils pour administrer des images et ensuite les faire tourner et les supprimer, etc. Donc quand vous récupérez une image, il s'adresse à Docker Hub, qui est un registre d'images, de même que quand vous récupérez des trucs avec Maven, vous vous adressez à un Nexus ou à un Maven central, ou avec NPM, vous vous adressez à d'autres choses. Donc, Docker Hub, c'est un registre d'images, donc il descend l'image, et en fait cette image, c'est une sorte de micro-VM, sauf que c'est pas une VM. Et c'est là que c'est fort, et c'est ce que vous auriez vu si le partage d'écran marchait, c'est que là où une VM a un temps d'amorce relativement long, c'est-à-dire que pour lancer par exemple un Eclipse que j'aurais mis sous une VM, il faut démarrer l'OS, etc., parce qu'il n'y a pas de couche intermédiaire. Là, quand je vais récupérer mon image, donc ça prend toujours un certain temps, c'est le temps de download. Une fois qu'elle est récupérée, elle est mise en cache. Et une fois qu'elle est en cache, il suffit de me faire un Docker Run, et le Eclipse se lance aussi rapidement qu'en natif. Et quand je dis aussi rapidement, c'est-à-dire que quelle que soit la commande qu'on lance, on peut considérer que le seul overhead qu'on ait, c'est le chargement de l'image Docker, et ce chargement prend à peu près 1 seconde. Donc j'ai fait un test avec Git aussi, une image qui contient Git. Si je lance Git en natif, ça prend 0,2 secondes, et quand on lance Git avec Docker, ça prend 1,2 secondes. Tout simplement parce qu'il y a une mutualisation avec les couches basses du système. Docker, c'est pour ça que ça marche d'ailleurs que sous Linux et Mac via une VM en fait, et Microsoft sont en train de faire l'effort pour que ça marche aussi sous Windows via le même système, parce qu'en en fait c'est basé sur LXC et toute la couche kernel, donc le cœur du système, n'est pas redémarré. Et c'est ce qui fait cette rapidité, cette instantanéité. Après je rentrerai un peu plus dans les détails sur le prochain brief. Merci pour la démo. On y était en fait. La principale problématique à laquelle on va chercher réponse, c'est celle à laquelle on est tous confrontés. Hormis on a vu la bulle applicative, c'est bien, une bulle applicative, c'est bien. Alors on va dire, c'est sympa, on démarre rapidement quelque chose. En fait, on se pose la question à quoi ça sert. Là où ça révolutionne l'informatique, comme disaient tous les journaux qui ne comprennent pas plus que moi avant, en fait, c'est qu'on a des véritables problèmes qui sont liés autour du cycle de vie des machines. Quand on installe une machine, il y a un OS, il y a un binaire, il y a une appli, et voilà ce qui arrive à la fin. C'est-à-dire qu'on a installé l'OS, et puis on a déployé l'appli, redéployé l'appli, on a tuné tous les middleware qu'il y a au milieu, on a patché l'OS, on a un peu fait quelques petits tweaks par ici, par là pour que ça le fasse, on a rajouté des choses, enlevé des trucs, bref, c'est appuyé. Et à la fin, on se dit, ah, ça marche. Et en fait, on ne sait pas, pour être honnête, on ne sait pas dire pourquoi ça marche. Parce que nulle part, on a un endroit qui dit, ça marche à cause de ça, ça, ça et ça. Enfin, grâce à ça, ça et ça. On ne peut pas avoir, dans une entreprise raisonnablement constituée, on a un endroit où on a la référence qui dit la machine marche parce que tout ça. Voilà, alors on a plein d'endroits où c'est écrit, on n'a pas un lieu central, ce qui fait que si on doit jamais reconstruire la machine, bon, la solution la plus simple c'est de backup le sexy puis la refaire, mais sinon on ne sait pas bien en fait. Et la plupart du temps d'ailleurs on peut se dire que si on a un cluster de machines, il marche, peut-être. Voilà. Sûrement, il y a un peu de chance, il marche. Voilà. On va dire ça comme ça. Ou alors on a fait des recettes à plus en pouvoir, et on est à peu près sûr que ça marche. Bon, récemment, j'ai audité, il y avait une paire de machines qui étaient censées être en redondance. Les deux machines étaient différentes, et on ne savait pas pourquoi. Voilà. Puis quand on a su pourquoi, on a su que le type qui est intervenu sur une machine avait dit il y a un problème sur les deux machines, je configure celle-ci comme ça, si ça marche, je le configurerai sur l'autre plus tard.
puis il n'a jamais fait, mais c'est normal. Je veux dire, tout ça, c'est peut-être tracé, peut-être pas tracé. Dans tous les cas, il est à peu près certain qu'on ne sache pas où est la référence. On ne savait pas dire pourquoi le système marche. Ça, c'est la vraie vie en informatique. Pour ça, j'en fais plus. Pour ajouter à tout ça, on peut se dire, mais attends, il y a des systèmes de gestion de la configuration là, qui sont derrière des trucs plus ou moins fréquentables. Tout cela, on part de... Tout le monde sait ce qu'est un blueprint? Un blueprint, c'est un truc qui décrit une typologie, une architecture. Voilà. On part dans ce truc-là, on en fait un truc de déploiement et on déploie, et c'est des grosses machineries qui vont derrière tout ça, ça mouline, et puis au-dessus de tout ça, il faut gérer la configuration. Parce qu'à partir d'une architecture, on doit le faire dans l'environnement de recette, dans l'environnement de dev, dans l'environnement tout ça. Bon, bref, on prend tous ces descriptions d'architecture, ces configurations, on en fait des plans de déploiement. Alors dans les entreprises très bien équipées, on a des logiciels pour ça, et donc des gens qui les maîtrisent, mais on ne sait toujours pas ce qui se passe à l'intérieur. Dans les entreprises les moins bien équipées, eh bien, on a des scripts qui font ça. Oui, appelons un script. Hein. Et tout ça, ça fait des kilomètres et des kilomètres de scripts. Alors on commence tous en shell, et puis quand on en a marre de faire du SH, on fait du bash. Puis quand bash ne suffit plus, on fait du Python, et puis quand Python ne suffit plus, on change de bout. Et on fait du Perl, voilà. Au milieu, on fait du Perl quand on s'égare un peu. Alors ça, c'est le truc qui se pratique dans les entreprises et qui donne ça. Voilà. La problématique et tout ça, c'est comment on alimente la CMDB. Le CMDB, pour ceux qui ne savent pas, c'est un référentiel où on est censé tout faire tomber à la fin du fin, dans lequel il n'y a jamais absolument tout, et surtout parce qu'on veut. Comment, quand on construit une machine, comment on fait le lien avec le DNS? Donc il faut visionner tout un tas de choses. Dans le DNS, quand on fait une machine, comment on assure la supervision, la sauvegarde, bref, tous ces trucs qui sont marqués en dessous. Chaque fois qu'on construit une machine, il faut penser à tout ça aussi. Il ne s'agit pas juste de construire la machine, il s'agit aussi de se préoccuper de tous ces trucs-là qui sont transverses ou connexes à la construction d'une machine. Ce qui est que la construction d'une machine et la reconstruction d'une machine, si on a bien outillé son truc, c'est possible de le faire, sauf qu'il y a tellement d'overhead à faire d'autres choses, plus le fait que, effectivement, démarrer une machine, construire une machine, même si on l'a bien automatisé, c'est quand même une paire d'heures. Alors, c'est pas grand-chose, une paire d'heures, mais il faut le faire, mais surtout, quand on va vouloir la tester, on va la démarrer, il va falloir recéter tout un tas de choses dessus la machine, ça va être méga long, en fait. Voilà. Donc, obtenir une machine fonctionnelle en entreprise qui marche et qui est réputée fiable, qui convient à tout le monde, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, beaucoup de ressources, si on prend cette approche-là, et c'est l'approche qu'on avait jusqu'avant Docker. Et c'est là où intervient la magie, en fait. Parce que toute la magie du compteur, c'est l'objet de la prochaine démo, c'est qu'à partir d'un Dockerfile, donc c'est un fichier simple qui décrit la machine, on prend un Linux, on choisit lequel, à la limite, Docker supporte tous les Linux du monde, on n'est pas bégueule là-dessus. Hein. On prend des applications, on prend des packages, c'est-à-dire que pour faire tourner, mettons, un Tomcat, on va prendre un Linux n'importe lequel, on va mettre un page dessus, puis le Tomcat par exemple, on va prendre le WAR qui va bien, les fichiers qui vont bien, on prend tout ça, on dit dans un Dockerfile, construis-moi le conteneur, il construit l'image, et c'est ça qu'on va pouvoir déployer un peu partout. Alors ça c'est la magie, ça démarrera super rapidement, ça sera facile à faire, facile à maintenir, et c'est là où vraiment, le titre des Pinflood, pour le coup, tous les titres sont bons, mais celui-ci est particulièrement bien. C'est que là on arrête de jouer, en fait, si on peut dire, on arrête de balbutier, c'est que là on a vraiment la configuration exécutable dont on souhaitait, c'est la quadrature du cercle en fait. Je ne sais pas si j'arrive à vous faire sentir. Avant, toute cette configuration-là, elle était déversée par terre, voilà. On arrivait avec une brouette et on disait, ça c'est la machine, voilà tout ce qu'elle contient, et ça se répandait partout par terre. Voilà. Et c'était difficile à retrouver. Maintenant, on a un fichier qui est la configuration, en plus il est exécutable. Voilà. Donc il y a une machine qui est capable de prendre ça, de comprendre la configuration et de construire systématiquement de manière répétable la même chose. C'est ce qui nous manquait jusqu'auparavant. Donc tout ce qui est nécessaire depuis les couches bases de l'OS jusqu'à l'applicatif et au fichier de configuration, tout ça c'est décrit dans un fichier
C'est décrit très simplement. Voilà. Des montagnes. Démonstration. Donc j'ai juste parlé du Dockerfile. Donc, je répète, pour ceux que ça intéresse, qui veulent jeter un œil, après un petit redémarrage sous Linux tout à l'heure, je pourrais vous montrer tout ça. Donc en fait, le Dockerfile, là où on va rebondir sur ce qu'a dit Bruno précédemment, c'est que on avait des solutions parce qu'il est un peu médisant, on avait des solutions pour monter un système d'une manière à peu près stable. On avait par exemple un super administrateur qui nous montait le système dans son coin et qui nous disait ça marche, faut plus toucher. On avait sinon quelque chose qu'on a tous expérimenté, un document Word de 28 pages dans lequel le responsable de la prod a fait une erreur en fait à la 3e ligne du script présenté en 5e page et du coup ça marche pas et on est en train de chercher avec lui pendant 3 heures pourquoi ça marche pas. Et puis après, si on était vraiment malin, on s'outillait avec Vagrant, Puppet, Chef, etc. Mais le problème, c'est que Vagrant, Puppet, Chef, ça apporte une solution qui est bien plus sexy qu'un Word, mais c'est un nouveau langage, c'est une nouvelle brique, etc. Le Dockerfile, là, ce qui est puissant, c'est que c'est finalement juste les commandes que vous exécuteriez pour installer un système. Ni plus, ni moins. Il y a quelques primitives. La primitive run, par exemple, va vous permettre d'exécuter une commande sur l'image que vous venez de... D'abord, il y a la primitive from, vous allez dire « je pars d'une Debian ». Par exemple. Donc, vous partez d'une Debian. Vous allez faire build avec votre Dockerfile. Et ensuite, vous allez faire un run apt-get install. Là, ça va vous installer des paquets sur cette Debian. Mais est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier? Est-ce que vous avez eu à apprendre le langage de Puppet ou de Vagrant? Non. Vous faites du shell. Vous faites ce que tout administrateur système fait. C'est faire. Et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant. Après, vous avez des expositions de port avec des primitives comme env qui vont permettre à Docker de dire ce port qui tourne en interne, donc dans mon conteneur, je l'expose. Vous avez du montage de volume pour pouvoir partager des volumes entre le conteneur qui tourne et la machine haute. Et je pense que tous, quand on fait de l'informatique, on poursuit un but, c'est de se faciliter la tâche. C'est-à-dire quand on fait quelque chose de très rébarbatif, très souvent, le but c'est de construire un outil qui va répondre à cette solution et qui va nous permettre de la faire, de rendre ça intéressant et qu'on ait plus de trucs à faire. Donc, je pense vraiment que là, quand on parle de révolution, c'est là qu'est la révolution. C'est que là où certaines tâches très fastidieuses de production visent à exécuter des manuels d'installation et s'assurer que des machines marchent, là, en fait, on les valorise en permettant à la production de construire ces machines et finalement de rendre cette tâche de déploiement inodore. Enfin, on n'a rien, quoi. C'est léger, c'est $1 plutôt, pour être exact. Donc complètement $1, et en plus, du coup, on va y venir, mais ça présente plein d'autres avantages. C'est comme cette tâche est $1, à la fois sur le build, une fois que c'est fait, on peut rebuilder, etc. C'est très simple. Et sur le run, ça offre des mécanismes très intéressants en termes de scalabilité. Mais ça, Bruno va en parler avec des outils qui sont pour ça, qu'il va présenter sur ça. Merci pour la démo. Voilà. Pas de questions jusque-là. Voilà. N'hésitez pas à attendre. Donc du coup, une fois qu'on a fait des conteneurs, et c'est pour ça que ça s'appelle Docker, c'est parce qu'il faut bien voir ça, c'est la bonne façon de voir les choses, c'est pas parce que je l'ai fait que c'est la bonne façon, c'est parce que c'est la bonne façon. C'est au-dessus de, donc on a une VM à construire avec laquelle on n'a pas grand-chose, donc on met un Linux, parce que ça tourne sur Linux, on met Docker dessus, et puis une fois qu'on a dit ça, ça y est, c'est fini. En fait, donc la machine qu'on a à construire, elle est toute simple, elle peut être banalisée, elle peut, on va le voir plus tard, mais elle pourrait même être directement sur l'hyperviseur. Donc on peut très bien mettre le Docker Engine sur le métal, vers métal comme on dit en anglais, et puis ça tournerait aussi bien. On n'a pas besoin de Linux en dessous pour tourner le truc. Et donc, une fois qu'on a tout ça, eh bien, sur la même machine, on peut tourner des dizaines, des centaines de conteneurs. Et c'est là toute la... Encore une fois, c'est là aussi où on trouve la supériorité de Docker sur tout le reste.
tout ce qu'on avait auparavant, c'est qu'avant, quand on voulait tourner si on voulait faire les choses correctement, isoler les choses entre elles, il fallait faire des VM. Les VM, c'était quand même mieux que les machines physiques, souvenez-vous, vous êtes trop jeune, non. Avant, on avait des machines physiques, il fallait les monter, c'était chiant. Après, on a eu les VM, bon, déjà, ça allait beaucoup mieux. Et là, on a les conteneurs. Mais alors, une VM, minimum, c'est 1 giga de mémoire, enfin, je veux dire, 1 giga de mémoire, du disque, enfin, ça fait du CPU pour le temps de booter, c'est quelques minutes, voilà. Avec ça, comme l'a dit Stéphane, avec le conteneur, on a 1 seconde overhead pour booter un conteneur. Une fois qu'on a un Tomcat dedans, on ne voit plus. Hein. Donc ça démarre instantanément. Il n'y a pas de surcoût de CPU, par exemple, entre le conteneur et l'OS. C'est qu'on va à la vitesse, du hardware qui est en dessous. Et le fait d'être dans un conteneur ne produit pas d'overhead. Voilà, on ne va pas plus lentement. La mémoire, il n'y a pas de surcoût non plus, enfin un truc méga négligeable, parce qu'en fait, finalement, le process qui tourne dans le conteneur, c'est juste un process. Il est juste isolé, pour ceux qui connaissent Linux, c'est un espèce de CH-root monstrueux, donc il est juste isolé du reste. Une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas d'overhead particulier, ce qui fait que sur une machine normalement constituée, on peut tourner beaucoup plus de conteneurs qu'on pourrait tourner de VM. Et donc avec ça, on a une optimisation des ressources qui est vraiment simple. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la VM qui tourne tout ça, là, celle-ci, elle n'a plus rien. Tout est dans le conteneur. Voilà, c'est ça qui est puissant. Donc on n'a pas besoin, quand on construit des VM, d'aller y coller 20 000 trucs. Les trucs seront dans le package applicatif. Donc la bonne façon de considérer ça, alors, c'est fait blanc, c'est pour que ce soit lumineux. Parce que c'est lumineux comme idée. Et c'est d'inscrire Docker dans la forge. Et c'est là où on touche au divin. Suivez-moi, tout est dans l'explication. Hein. Pour construire tout ça, dans les entreprises, alors, surtout dans certaines, on a beaucoup d'intervenants. Voilà. Donc, il y a des développeurs qui vont faire un applicatif. Jusque-là, tout va bien. Avant, on s'arrêtait là, en fait, hein, d'ailleurs, la plupart du temps. Le développeur faisait son applicatif, et puis on avait un truc qui tournait, Maven, peu importe, et on en générait un war, c'est ce war-là qu'on envoyait en prod. Voilà. Alors Docker, ça a consisté à mettre tout le reste, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous, jusqu'au Linux, dans le package. Voilà. Donc avant, on déployait un point war, et demain on va déployer un point Linux. Ça n'existe pas, c'est un point Docker, donc du coup. Hein. Donc pour constituer ce point Docker, donc, il y a toutes les équipes qui se chargent du middleware qui vont aller poser leur package, leur Tomcat, leur Apache, avec leur Indus qui va bien. Les équipes d'infra, elles vont aller préciser quel OS on utilise pour tourner quelque chose. Alors, si c'est du CentOS, du Ubuntu, du Debian, du SUBI, enfin n'importe quoi qui ressemble à du Linux de près ou de loin, tout le monde va aller contribuer au Dockerfile pour dire cette solution d'architecture, elle est faite comme ça et comme ça et comme ça. Voilà. Alors tout le monde, c'est tous ceux qui sont partie prenante du projet. Hein, tout le monde va participer à ce Dockerfile. On va partir donc dans la forge, dans l'intégration continue, donc dans votre Jenkins, Nexus, Cruise Control, tous ces bordels-là. On va avoir un job qui va prendre le Dockerfile, faire le build de ce truc-là, partir d'un Linux qui a été déposé par l'équipe d'infra, le fameux Ubuntu, et reconstruire un autre Linux, mais avec tout ce qui va bien dedans. Et ce truc-là, on appelle ça un conteneur. Ce conteneur-là, lui-même, peut servir de base à un autre conteneur. Et en fait, on peut, comme ça, en faire des conteneurs populaires. Et c'est là où on touche au divin, parce que avant, on construisait... Alors, au tout début, vous êtes trop jeunes pour ça, certainement. Hein. Pas tous. Hein. Non, pas tous. Avant, quand on développait, on faisait des JSP. Vous vous souvenez de ces trucs-là, par exemple? On avait fait les vieux, merde. Je suis vieux que ça. Donc avant, on faisait des JSP. Et quand on était vraiment pressé, on allait faire le patch de la JSP en prod. Personne n'a jamais fait. Mais au bout d'un moment, on s'est dit, putain, c'est quand même super déraisonnable. Il faut quand même qu'on en fasse un package, le point war. C'est le même point war qu'on mettait de la dev jusqu'à la prod. Et donc, on buildait dans le dev, et on déployait dans le dev, dans la recette, etc., jusqu'en prod. Voilà. Mais maintenant, on fait la même chose avec le Linux qui est en dessous.
Si vous demandez à un expert Linux, vous allez lui dire, on a un bug en prod, qu'est-ce qu'il fait? Il se connecte sur la prod et change les trucs en prod. Voilà. Et ce qu'on interdit à l'applicatif depuis une bonne quinzaine d'années maintenant peut-être, on continue à considérer que c'est possible, et c'est même souhaitable de faire que ça se fasse sur l'infra. Avec Docker, on met tout le monde dans le même panier, et donc on va, c'est là que c'est divin en fait, avec cette proposition-là, on compile toute la machine dans le build, et on déploie la même machine en build, en recette, en pré-prod, en qualif, en perf, en prod. Et donc on a construit le Linux une fois, et on l'a déployé n fois. C'est ISO sur toute la chaîne. Voilà, c'est ISO. Avant, on faisait la même chose avec le WAR, et maintenant, on va faire la même chose avec le Linux. Et c'est là où ça change tout. Voilà. On construit la machine en build, et il n'y a pas d'autre système où on construit les machines en build et on les déploie dans les différents environnements. Ça n'existe pas. Voilà. Alors, ça change tout. C'est là où est le fameux game changer de Docker. Hormis toutes ces qualités qu'on citait par là, c'est là. C'est vraiment là où on change les choses. Voilà. Construire dans le build, déployer dans tous les autres environnements la même chose. Sur toute la pile OS. Alors, pour le déployer, il faut être capable de customiser un petit peu la machine, donc de faire de la gestion de variables. Alors, c'est là où c'est pas simple. Il faut le dire. Faut le dire. Ce truc-là, là, c'est facile à dire, c'est juste facile à dire. Voilà. On s'arrête. Après, on va voir quel type de solution on peut mettre dessus, mais finalement, on prend l'image Docker, qui est donc une et unique, et avec des fichiers de déploiement, restons vagues, qui sont capables. Alors, Stéphane a parlé tout à l'heure, quand on construit un conteneur, le conteneur, il faut voir que c'est des petites bulles. Donc, une bulle qui communique avec rien, c'est marrant, mais un peu limité. Alors, on va chercher à ouvrir cette bulle. Elle peut sortir la bulle sur deux axes. Les ports sur lesquels elle écoute ou sur lesquels elle ressort. Voilà. Donc, par exemple, si on a un Tomcat, c'est bien qu'on puisse communiquer avec le Tomcat qui est dedans. Alors, dans la bulle, on est capable de dire le Tomcat écoute sur le port 480, et puis on reprend ce port 480, on dit il écoutera en fait sur le port 480 de l'autre, ou le port 80 tout court, ou le port 90 tout court, enfin peu importe. Donc, capable de faire du port mapping entre le conteneur et l'autre qui héberge tout ça. Donc ça, c'est le fameux port mapping. Le file system mapping, c'est bien. Si on dit on a un conteneur et que c'est une base de données, si toutes les données sont dedans et que rien ne sort, c'est aussi moyennement marrant. Donc on est capable de mettre les fichiers qui sont importants à l'extérieur du conteneur, de façon à assurer la sauvegarde, par exemple. De façon à ce que quand on relivre la base de données, souvent, devant les données, il y a des bases, en fait. Donc si on relivre la base de données, ben, on a les mêmes... Enfin, les données restent, par contre. Parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois qu'on arrête une machine Docker et qu'on la redémarre, tout est oublié. Sauf si on a des moyens d'aller tripoter. Oui, mais c'est pas clair. On va dire qu'on ne fait pas. Et donc, à chaque fois qu'on démarre la machine Docker, ce qui n'est pas hors du conteneur, donc ce qu'on n'a pas monté sur des volumes externes, par exemple, pour mettre les logs ailleurs, pour mettre les fichiers de base de données ailleurs, ce qui a été écrit, c'est effacé. C'est pour ça que Mono parle de persistance. Donc, il faut être capable de configurer l'image Docker pour pouvoir la déployer dans différents environnements. Et avec ça, c'est là où on transforme une image en une instance. Voilà, c'est simplement ça. Alors, si on revient dans la slide précédente, tu peux revenir? Ça marche? Windows, franchement, ça marche. Ce qu'il faut voir, c'est que tout ça, ça fait partie... c'est autant avant de coller les points WAR dans le Nexus, demain, on va coller les points Linux, là, ou les points Docker, ça n'a pas de nom exactement, mais bon, je veux dire, tous les images Docker, ils seront aussi collés dans un registry, dans un repository sur l'intégration continue. C'est un truc qu'on appelle Docker Registry, voilà, c'est un truc spécial. Concrètement, derrière, c'est du Git, enfin, il n'y a pas plus pas moins. Donc, c'est quand même un truc connu, sauf qu'il y a tout un tas de fonctions autour de tout ça, spécifiques à Docker. Voilà, une fois qu'on a dit ça, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Donc là, on avait encore une autre démo. Voilà. Notre démo, c'était super bien. Je me suis couché tard pour les concocter en plus. J'aurais mieux fait de dormir, ouais. Ah oui, des fois, on arrive presque à comprendre pourquoi il y en a qui sont sous Mac. Donc, en fait,
voulais reparler de ce que j'ai évoqué tout à l'heure, donc du... Je parle trop près du micro. Non, c'est bon, t'inquiète. Je gère. Donc, je voulais reparler de ce que je disais tout à l'heure. C'est en fait sur le fait que quand on arrête une machine, qu'on la redémarre, en fait, elle a perdu la mémoire de ce qu'on y avait fait. Ça peut à la fois paraître comme problématique, mais c'est aussi ce qui fait un grand intérêt de la chose, c'est qu'on a une intégrité. C'est-à-dire qu'on va pouvoir spawner des machines et on va pouvoir les arrêter, donc des images en fait, des conteneurs, et les respawner. On aura toujours la même chose. Il n'y aura pas quelque chose qui aura été trituré ou un admin système qui aura été faire un petit réglage dans celle-ci et pas dans l'autre, justement, comme disait Bruno. Et ça, c'est super bien. Je vais parler un peu plus technique, là. Du coup, en fait, sur cette respiration-ci, le but, c'était de vous montrer justement le build et le principe du build. Donc, c'est-à-dire, une fois qu'on a le Dockerfile et qu'on a écrit ces instructions dedans, Docker donc, gère le run et le build. Donc, le build, ça consiste à construire l'image. On va faire un Docker build, hein, en gros. Hein. Et comment ça marche? Chaque image a un hash. C'est-à-dire que quand on a construit une image, elle a un hash. Et chacune des instructions dans notre fichier de build va donner des images intermédiaires. En fait, en termes d'images, c'est des layers de file system. Parce que Docker, derrière, ça se base sur un truc qui s'appelle UnionFS, AUFS. C'est de la même manière qu'on a NTFS, FAT32, enfin celui-là, il ne faut pas trop en parler, mais X3, etc. sous Linux, il y a un système de fichiers qui s'appelle AUFS qui permet en fait d'avoir plusieurs bouts de fichiers, plusieurs volumes de fichiers, on va dire, et ce système de fichiers va les faire apparaître en un seul. Il va les unir, il va faire l'union des systèmes de fichiers. Donc c'est exactement ça sur quoi se base Docker. Quand vous faites un from, en fait, sur votre première ligne de fichier, il va récupérer une image. Donc avec un premier file system. Chaque instruction va vous donner des hashes avec des file systems intermédiaires. Et à la fin, vous avez une dernière image avec un dernier hash. Et l'avantage de ces hashes, parce que pour l'instant ça vous paraît un peu obscur, c'est que si vous relancez un build, comme Docker possède un cache, en fait le build, il est incrémental, et tout ce qui n'aura pas été changé dans vos Dockerfile va être anodin. Ça va passer comme ça. Il va dire, j'utilise le cache, c'est bon, tu n'as pas changé de système de fichiers, d'instruction pour ce que j'avais produit, pour le système de fichiers que j'avais produit à cette étape-là. Donc ça passe tout seul. Et donc, ça donne des temps de build qui peuvent être un peu coûteux au départ, lors du premier build, mais les builds successifs sont très rapides. Après, il y a un truc sur lequel il ne faut pas se leurrer aussi, c'est que là, depuis le début, on parle de Docker comme d'une bulle, mais Docker, que ce soit au niveau du build ou du run, Bruno va plus parler de cet effet-là dans le run tout à l'heure, il est quand même vachement dépendant de plein de variables exogènes. C'est-à-dire que si vous faites un build à un instant T, avec des apt get install, des apt get update, si vous dépendez d'un dépôt de binaire, un dépôt de paquet Debian, que vous ne maîtrisez pas, vous ne maîtrisez pas le life cycle, si vous relancez votre build 10 jours plus tard, vous n'aurez pas la même image, parce que les paquets auront évolué, vous installerez des nouvelles versions de paquets. Donc ça demande quand même, c'est pas la solution miracle à tous les problèmes. Vous aurez une image qui sera immutable à un moment donné, si vous la reconstruisez plus tard, il faudra quand même vous assurer de ce que vous mettez dedans. Voilà. Il faut savoir ce qu'on met dedans à un moment donné. C'est aussi un problème, c'est que comme on a le Docker Hub qui fournit plein d'images, d'accord, il y a plein de gens qui mettent des images sur Docker Hub, vous pouvez très bien prendre une image, vous dire ça marche, mais il faut quand même aller regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, parce que en fait vous savez pas ce que vous faites tourner si vous n'y allez pas voir. Donc il y a tout un travail très intéressant de conception et d'architecture à faire à ce niveau-là. Donc je vais laisser Bruno parler. Juste pour vous dire une dernière chose sur l'intégration continue. Donc
En fait, ce que vous pouvez faire aussi, mais ça, c'est le but ultime, c'est que vous pouvez utiliser les images Docker pour cloisonner plein de choses sur votre intégration continue. Jenkins, par exemple, si on parle de lui, possède des plugins très intéressants. Donc, je vais vous montrer un schéma tout à l'heure, et ça permet vraiment de cloisonner à la fois le run, mais aussi des étapes du build. Donc, on en parlera tout à l'heure. C'est vraiment bien ces démos sans rien en fait. C'est un exercice intéressant. Bon, du coup, petit quiz pour détendre l'atmosphère. Est-ce que Docker aide à mieux gérer les constructions? La réponse est un peu triviale. Ça sert à ça. Voilà. Ça sert à plein de choses, ça sert à ça. Donc gérer les constructions, c'est fait. Est-ce que Docker aide à mieux gérer les livraisons? Comment on fait pour livrer une image? Le principe même de Docker, c'est d'avoir une image à livrer, donc de définir ce fameux objet livrable qu'on va pouvoir mettre sur une machine. Avant, on n'avait pas tout ça, avant, il y avait tous les manuels, les Word, des trucs comme ça. Le troisième, c'est pas une bonne réponse. Voilà. Et est-ce qu'on gère mieux les ressources avec Docker? C'est évident qu'un outil qui sert à cloisonner les choses permet de mieux gérer les ressources CPU, les ressources mémoire. De toute façon, bon, si les exploitants faisaient leur boulot, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc Docker, à ce niveau-là, c'est un peu la panacée. C'est-à-dire que ça fait tout très bien. Et jusque-là, on voit pas bien, enfin, on comprend mieux pourquoi Cheval Cité disait que c'était... Non, c'est pas lui. Pourquoi ça allait révolutionner l'informatique? Parce que ça fait ce qu'on attendait depuis longtemps, c'est-à-dire ça fait la gestion de conf et du packaging. En fait, ça fait, dans les deux, ça fait surtout le deuxième, ça fait surtout du packaging. La gestion de conf, ça va être, c'est le point le plus délicat. Il va falloir apprendre à gérer avec ça. Bon. Puis après, il y a le fait aussi que c'est quand même un outil technique, et pour que ça marche, il faut des techniciens, il ne faut pas non plus déconner. Donc c'est là où on va voir maintenant les aspects, on va essayer d'élargir, au-delà du bilan qu'on vient de tirer, qui est vachement positif, on va essayer de voir ce qu'il y a tout autour, et de voir jusqu'où on va avec ça. Voilà. Déjà, est-ce qu'il y a des concurrents? Voilà. Donc le principal concurrent à Docker, c'est un truc qui s'appelle Rocket, poussé par une boîte qui s'appelle CoreOS. Alors CoreOS, on va entendre parler à tout bout de champ. Le CoreOS, c'est aussi un OS qu'on peut tourner dans Docker. Et c'est aussi un OS qui sert à tourner du Docker. Et c'est aussi la boîte qui tourne le concurrent de Docker, mais qui supporte Docker. Alors bon, donc CoreOS, c'est donc initialement ils ont fait un petit Linux. Ils ont dit c'est sympa, on a fait un petit Linux pour servir d'image de base à Docker, parce que Ubuntu c'était un peu grand, donc on a fait un truc plus petit. Bon, très bien. Après ils ont dit finalement il manque des choses. Il manque des choses autour de tout ça, donc ils ont fait une infrastructure autour de tout ça. Et puis après ils ont dit Docker c'est bien, mais il nous manque des choses, et ils ont fait un concurrent, donc Rocket. Il est apparu, je ne sais plus, en septembre, un truc comme ça, septembre ou octobre. Il a vraiment avancé depuis le fork là? Oui, un petit peu, il avance, mais disons que c'est les seuls qui ont assez de... Il est fine, hein, ça. Parce que quand tu dis concurrence, c'est avant tout un fork de Docker. Ouais, mais du coup, ils ont décidé de forquer, voilà, et puis de vendre autre chose, quoi, voilà. De se faire du blé. Au-delà du buzz qu'ils ont fait quand ils ont forqué, ils ont vraiment avancé. Hein. Ouais. J'en sais rien en fait, c'est une question. Pour l'instant, il y a principalement leur annonce d'octobre. Parce que je pense que c'est les seuls qui sont en mesure d'offrir un concurrent viable à Docker. Voilà. Sur le marché. Je veux dire, il faut quand même on ne peut pas s'improviser. Autant un site web à la Facebook, tu peux essayer de faire le même en pas trop longtemps, quoi. Autant là, sur les technologies de virtualisation, si tu n'es pas vachement technicien, tu fais pas grand-chose. Eux, ils ont quand même, CoreOS, c'est quand même quelque chose qui s'intéresse de très très près à un système de conteneurs. Je pense que c'est les seuls qui sont en mesure de gratouiller Docker. Parce qu'il faut bien le dire, toute l'industrie s'est pliée à Docker en un an, en fait. C'était immédiat. Microsoft, qui a des technologies de virtualisation, de build applicative, ils en ont plein. XenApp, ils ont aussi Citrix, ils ont aussi tout ça dans le monde Windows. Dans le monde Windows, ça fait très longtemps qu'on tourne autour de tout ça. Enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Et Microsoft, au lieu de dire OK, je vais faire le mien, il a dit OK, je vais porter Docker sur Windows. Je veux dire, ça n'a pas de. Google, ils ont aussi leur conteneur, ils ont dit OK, on va supporter Docker maintenant aussi, comme technologie de conteneur. Tout le monde s'est plié VMware,
qui ont aussi des technologies de virtualisation à outrance, ils ont dit ok, on va supporter Docker directement sur VMware. Bon, je veux dire, tout le monde, ça a été très très rapide. Je veux dire, il n'y a pas réellement de concurrent à Docker. Le seul qui pourrait venir les grappiller, je pense que c'est CoreOS avec Rocket. Peut-être pas beaucoup ici à New York parce que voilà, on n'est pas en Amérique, mais en Amérique, il faut voir le nombre d'entreprises qui utilisent ça. Ça augmente d'une manière exponentielle. Ouais. T'en reviens s'il te plaît sur le j'ai pas fini. Donc un autre truc intéressant, c'est on voit aussi parler de LXD comme un concurrent Docker. En fait, LXD, c'est pas. Il y a eu des nouvelles comme ça dans les journaux généralistes qui disaient il y a deux concurrents à Docker. Enfin, il y en a plus que ça. Voilà. En fait, pour la plupart du temps, c'est des effets d'annonce. Ils souhaitent qu'il y ait une bagarre, mais je crois que la bagarre est perdue en fait. Voilà, pour tous les autres. LXD, on n'en entend parler des fois comme concurrent Docker. En fait, c'est un hyperviseur de conteneurs LXD. C'est-à-dire que si on veut tourner Docker sans mettre un OS en dessous, on peut juste mettre LXD directement sur la machine. Et puis dessus, on peut tourner des conteneurs Docker sans avoir de Linux. Voilà, juste LXD. C'est le VMware ou le KVM pour les conteneurs. Et il faut quand même retenir que toute l'industrie s'est tournée autour de Docker. Donc tous étaient obligés à un moment donné de reconnaître que c'était bien ça qu'il fallait faire, c'était Docker. Du coup, ils sont dans cette position Docker d'hégémonie instantanée. C'est la prime au premier arrivant, en fait, qu'on trouve à peu près tout le temps. Maintenant, si on se dit, dans le panorama, c'est aussi intéressant, c'est tout ce qui est sur quoi je peux tourner mon Docker. Voilà. Si j'ai un point Docker, je vous dis avec mes mots à moi, parce que c'est plus simple comme ça. Sur quoi on peut tourner Docker? Alors on peut le tourner sur la plupart des clouds, y compris Azure, hein, parce que c'est ça l'objectif du portage de Microsoft, c'est qu'on puisse tourner ça sur donc on peut le tourner sur la plupart des clouds publics, Google, Amazon, Azure donc, et on a deux systèmes de cloud qui sont particulièrement remarquables. Donc CoreOS, c'est à peu près la même chose que Mesos, mais c'est des systèmes où on donne un grand nombre de machines, et je la fais très très courte parce que c'est très compliqué. On donne un grand nombre de machines, on donne des fichiers de déploiement, et puis derrière, tout ce bordel-là s'arrange pour tourner le service qu'on a défini. Voilà. Alors, le service doit être, le service il a entendu Docker. Exemple, on met Tomcat dans un Docker, et on dit à ce truc-là, écoute, tu me déploies, et puis je peux en entendre parler. Et si jamais la machine sur laquelle le truc, il est... C'est moche que j'ai dit. Si jamais ça plante, voilà, ça je veux dire, j'ai planté à la place. Si jamais ça plante, toute l'infra qui est derrière reconnaît que ça a planté et relocalise le système sur une autre machine. Voilà. Et puis, on n'a pas besoin de dire, ce truc-là, tu me le mets sur cette machine, ce truc-là, il s'arrange pour distribuer la charge automatiquement. Quand ça commence à faire chier sur une machine, il migre le conteneur sur une autre, sans perte de... Enfin, c'est le vMotion adapté au conteneur pour ceux qui font du VMware. Voilà. Donc, Mesos et CoreOS, c'est deux systèmes de clusters qui permettent de gérer un grand nombre d'instances Docker. Voilà. On a l'un qui est Apache et l'autre CoreOS, le grand concurrent. C'est là où je dis CoreOS, ils sont couillus, parce qu'ils sont quand même bien avancés dans la compréhension des conteneurs et de la gestion des conteneurs sur des grands environnements. En fait. Voilà, après, si on devait aller dans Docker, on ne serait peut-être pas obligé tout de suite d'aller directement dans les solutions élaborées ou avancées. Enfin, on n'est pas obligé de prendre l'OpenStack qui va avec, quoi, pour ceux qui ont fait du cloud. Sinon, il y a quand même des solutions qui doivent être mises en œuvre pour des gros environnements. Voilà. Si on a trois trucs à tourner, c'est pas... Tout encore une fois, toi Non, voilà, c'est ça. Là, on arrive au point difficile. Donc, on est au point, vous connaissez tous la courbe de Gartner, là, le hype cycle, là, un truc qui fait, vous connaissez pas Gartner, vous connaissez Gartner dit plein de choses, il dit plein de conneries, et plein de choses. Donc, nous avons inventé un truc qui s'appelle le hype cycle, c'est une courbe qui fait comme ça, une grande cloche, qui revient dans des fonds abysmaux et qui revient tout doucement vers un plateau. Voilà.
cette courbe-là décrit non, vous connaissez pas. Ça décrit l'adoption, le cycle d'adoption commun à des autres technologies. C'est-à-dire que la technologie part de rien, et puis à un moment donné, on se dit, ouais, ça marche, ça fait. Puis là, on arrive au pic des attentes. Et là, on se dit, putain, ce truc-là, ça fait tout, ça guérit le cancer, ça fait le café, c'est magnifique. Puis on commence à le mettre en œuvre, on commence à trouver que ça ne marche pas super bien, et là, on a de plus en plus de gens, c'est un effet d'entraînement, hein, qui se disent, ça ne va jamais marcher, ça ne sert plus à rien, c'est pas la peine. Et donc, on arrive dans un bas, le fossé des désillusions, ça s'appelle. Et puis après, on remonte tout doucement vers un plateau de productivité, et c'est là où la technologie a du sens. Voilà. Donc toutes les technologies passent par là. Enfin, vous reprenez le cloud, la virtualisation, Facebook, tous ces trucs-là. Enfin, tout le monde passe par là avec plus ou moins de vitesse. Donc on descend des fois très vite, puis des fois on ne remonte pas. Hein. Enfin, c'est une courbe, on la suit, on n'est pas sûr d'où on va arriver, mais en tout cas on sait qu'on ne va pas arriver aussi haut qu'on croyait. Hein, ça, c'est clair. Donc Docker, on est tout à fait en haut. Voilà. Docker, c'est le truc qui marche super bien, qui est censé tout faire, et puis quand on veut le mettre en œuvre, voilà. Et, la faute de Docker. C'était pour servir les deux, à propos. Donc, le truc qui marche moins bien, vers lequel tant qu'on ne l'a pas mis en œuvre, on n'a pas le problème en fait. Tout va bien. Et sur PowerPoint, ça marche super bien. Voilà, ça c'est mon boulot. Et dès qu'on le met en œuvre, ben, ça commence à se compliquer, parce qu'il faut gérer le déploiement des instances Docker sur des infrastructures. Voilà. Et là c'est compliqué, parce que les instances Docker, ben, il faut les configurer, les paramétrer. Il faut, à la limite, dans les questions avant, je disais, est-ce que Docker a mieux géré ci, mieux géré ça, et puis on a répondu oui bêtement, en fait. Hein. Et avant, j'avais un slide, est-ce que Docker a mieux géré les configurations, puis je répondais oui aussi bêtement. Voilà. Donc je le disais parce que il fallait que je le dise à l'époque pour vendre la chose, mais ça marche. Et le Docker, ça n'aide pas mieux gérer les configurations, ça oblige à mieux gérer les configurations, c'est ça en fait. Avant, là où on ne gérait pas les configurations, c'est-à-dire que le fichier de conf qu'on déploie en prod, ben on l'a fait. Pourquoi il ressemble à celui de la perf, pourquoi il ressemble à celui de la qualif, pourquoi il ne ressemble pas à celui de la dev, et en quoi tout ça c'est cohérent, ben ça veut dire peut-être. La réponse est peut-être. C'était quoi la question? La réponse est peut-être. Voilà. On ne sait pas. Avec Docker, on est obligé, puisqu'on déploie la même VM partout, et du coup, les confs, chaque système doit être capable d'interagir en prod, en perf et tout ça. Et en fait, c'est plein de détails, mais la mémoire Java, c'est pas la même en prod qu'en dev. C'est tous ces trucs-là, les comptes des utilisateurs non plus, enfin, et bla, et bla, et bla. Il y a plein de petits détails qu'il faut gérer. Gérer tout ça, avant, on le faisait sur chaque environnement, et à la fin, on ne savait pas pourquoi ça marchait, mais ça marche. Visiblement, ça marche. Voilà. On ne sait pas dire pourquoi, et là, on est obligé de dire pourquoi et comment. Voilà. Donc, il faut des outils pour ça. Et donc, du coup, il faut non seulement qu'on s'outille, mais qu'on apprenne à s'éduquer. Et cet outillage-là, il n'est pas simple. Et on a différentes solutions autour de cet outillage-là. Kubernetes, ça se prononce comme ça. On veut dire pilote en grec. En faillite. En grec. Ça veut dire, c'est le truc qui permet de gérer des monstres de quantité de Docker. C'est Google qui l'a fait ce truc-là. Donc, ça sert à gérer des milliers. Voilà. Bon, si on n'a pas des milliers, avant de sortir la grosse. Ah, si, il y en a que tu peux en dire. Il y a d'autres trucs comme Fig. Alors Fig, on va en reparler un petit peu plus tard. C'était un truc qui sert à ça, enfin, c'est-à-dire à déployer des machines Docker sur des environnements sans avoir à écrire des choses compliquées. Voilà. Donc c'est des langages, c'est du YAML, tous ces trucs-là, pour ceux qui connaissent. Bref, une syntaxe à la con, ça veut dire Yat syntaxe à la con, et qui permet de gérer à peu près sans trop de soucis ce qu'on veut. Voilà. C'est-à-dire que ça ne rajoute pas une complexité délirante, contrairement par exemple à Puppet, quand on veut faire un truc, il faut d'abord faire Puppet. Voilà. Là, ce n'est pas tout à fait le cas, c'est plus simple. Et en dernier lieu, alors il y a 10 000 outils pour ça, et c'est le point faible de Docker, c'est qu'il ne s'est pas structuré, il n'a pas structuré autour d'un outil. Voilà. C'est-à-dire qu'autant il a réussi à dire à tout le monde, pour construire une machine, le Dockerfile, c'est celui-ci. C'est juste ça la version de Docker, hein, parce que les technologies de virtualisation, ça existe depuis 2006.
Donc depuis 2006 sur Linux, on savait faire ce que Docker sait faire. Donc il ne s'est rien passé. Hein. Et Docker a dit à un moment donné, bah, finalement pour faire un conteneur, je vous propose cette syntaxe. Tout le monde dit, oh, trop bien. Tu vois, et puis derrière, on en découle plein de choses. Voilà. Et donc ils ont su fédérer autour d'une syntaxe, qui est vraiment très très con, et puis il y a 15 mots-clés. On doit en oublier 8 qui ne servent à rien. Donc ça prend en 5 minutes. Je veux dire, c'est toute la, enfin, celui qui sait parler Linux, c'est faire Dockerfile, et puis aller, il n'y a pas besoin de. Enfin, le plan de formation, il est fait, quoi. L'accompagnement au changement, c'est du Doc, hein. Il n'y a rien. Et autant Docker, il a échoué sur les outils de déploiement. Voilà. Et je pense qu'il a échoué parce que Docker, grosso modo, ils ont racheté, ils sont accaparés de ça, là, mais ils l'ont fait là, en fin d'année dernière. Et du coup, ça n'a pas levé le même. Enfin, tout le monde a. L'industrie ne s'est pas tournée autour de tout ça. Il va y avoir plein de concurrents, plein de trucs, plein de machins. Résultat, il y a un monde qui va être très fragmenté là-dedans et ça va nuire à l'adoption de Docker. Voilà. Ansible, c'est aussi un système de gestion de configuration qui est méga simple, enfin, il y en a qui ont déjà approché Chef, Puppet et des trucs comme ça là-dedans, ouais. Non. C'est des outils de gestion de conf, c'est vachement compliqué. Quand on le fait, au début on a le problème de la gestion de conf, après on a le problème du gestionnaire de conf. Vous comprenez, hein? Et donc c'est pas des trucs à faire, enfin, je veux dire, sauf si vous êtes contraint, forcé, vous aimez ça, il y en a qui aiment aussi. Bon, c'est pas ma tasse de thé. En plus, la plupart des trucs, il faut installer des agents sur les machines. Quand on installe un agent sur la machine, il faut mettre à jour l'agent sur la machine. Il faut des gestionnaires d'agents, enfin, par exemple, c'est bordel. Bon, c'est pas terrible. Et Ansible, c'est un truc plus simple, c'est un truc qu'ils ont vu la faillite annoncée de ces outils-là, et ils ont dit, on repart de trucs beaucoup plus simples, c'est sur le même cycle, hein, on repart de rien pour faire un truc compliqué. Donc, ils en sont un truc pas trop compliqué et encore compréhensible. Ils ont fait un système pour intégrer du Docker là-dedans. Qui fait qu'en ligne de conf, on peut déployer une infrastructure Docker sans avoir eu un manuel ou des trucs à installer, pas possible, sur une machine. J'ai rien qu'à installer par exemple Puppet, si on n'a pas Docker avant, c'est vachement compliqué parce que Puppet, il faut l'installer, il faut une version de Python vachement précise. Une version de Python vachement précise qui n'existe pas sur la machine, c'est-à-dire qu'il faut parfois downgrader Python sur la machine, ou downgrader Python sur une machine, c'est absolument impossible, puisqu'il y a plein d'autres choses qui en dépendent, et donc du coup, il faut installer plein de... Et en fait, Docker sert à ça, sert à faire cette petite bulle dans laquelle on peut mettre un Python différent de la machine sur laquelle on est, donc avec des... Voilà. Donc, en fait, tous ces outils-là, c'est une ruine, en fait, de la... Je l'ai dit? Non. Il ne faut pas faire, quoi. Voilà. On a envie, mais on n'a pas besoin. Voilà. Bon, et Docker... La technologie, elle est open source. 400 millions de dollars sur l'open source, ça trouve ses limites. À un moment donné, il faut bien faire du fric. Hein. C'est un peu comme Twitter, dans une autre catégorie, mais c'est comment on fait du fric. Bon, c'est toujours la même chose. Il y a un type qui dit Chef, j'ai une idée, ça rapporte rien, mais on va la vendre quand même. Bon, qu'est-ce qu'on vend hein, tu vois. Il y en a qui cherchent encore, 10 ans plus tard, il y en a qui cherchent comment vendre leur idée, qui vaut cher, mais qui ne se vend pas. Donc Docker essaye de monétiser, ils vont essayer de monétiser des choses autour de Docker, notamment des services professionnels, font une petite inscription, alors tout n'est pas payé là-dedans, il y a des petits trucs ils vont tenter de vendre des choses, et du service autour de tout ça. Donc Docker c'était juste le conteneur, mais maintenant ils ont fait un truc qui s'appelle machine, c'est vachement bien nommé. Docker machine. Bien quand on cherche ça sur Google, on est sûr de tomber sur rien de pertinent. Donc en fait c'est une VM qui sait faire tourner du Docker. Bon, ça existe chez CoreOS aussi, ça existe ailleurs, ça existe maintenant chez Docker. Voilà. Swarm, c'est la gestion du clustering, c'est la même chose que le CoreOS, qu'on a vu auparavant. Donc si on veut tourner un service Docker qu'on veut qu'il tourne tout le temps, même si on a une panne d'une 52 machines et qu'on ne veut pas se préoccuper à chaque fois de dire il y avait quoi sur cette machine qui vient de tomber en panne, qu'est-ce que je redémarre ailleurs, truc chiant. Eh bien, c'est les services que c'est entre guillemets, c'est pas si évident que ça, ces trucs-là, hein, entre parenthèses. Parce que les trucs, ils tournent sur des adresses IP qui peuvent changer. Donc il faut recabler les conteneurs entre eux. Enfin, je veux dire, il faut toujours que le Tomcat parle à la base de données, même si celle-ci vient de bouger. Ou alors, si on a rajouté un Tomcat dans le pool, il faut que le répartiteur de charge devant le connaisse aussi, en fait. Donc, tous ces trucs-là, ça, c'est des services fournis par le CoreOS, par Mesos ou par Swarm. C'est pas... Je veux dire, si on le fait à la mimine,
ça peut vite être épuisant si on a des grosses infras. Voilà. Alors que si on a des infras, dès lors qu'on a des choses qui se ressemblent tout le temps, ou des problèmes qui se ressemblent tout le temps, ça peut réellement aider. Mais encore une fois, c'est un peu comme Chef, Puppet, tout ça. La mise en place de ces trucs-là, c'est bien si on a un peu de temps. Pas faire ça la veille, quoi. Pas comme la démo. Tu pointes, tu branches le câble, tu dis bon, ça marche. Ça a marché. Les Compose, c'est l'orchestrateur. L'orchestrateur, c'est la même. Enfin, c'est ce qu'on. Ils ont pris Fig, en fait, ça, c'est Fig. C'est le fameux truc qui dit maintenant, je veux déployer ça sur telle machine, ça sur telle machine. Pas en service redondant, pas dans le cluster, là. Voilà. On précise ce qu'on veut faire, il le fait pour nous. Voilà. Donc c'est bien, c'est mieux. Il faut absolument, mon analyse de la chose, c'est que si on n'a pas défini quel orchestrateur on prend pour envoyer tout ça, on se récupère les mêmes problèmes qu'on avait, mais en pire. Parce qu'il faut gérer la configuration. Et gérer la configuration, si on n'a pas un outil pour ça, ça veut dire qu'on va réécrire des shells, et puis on va refaire du SH, puis du Bash, puis du P1, puis du Python, et puis on n'aura finalement pas amélioré grand-chose. Voilà. J'ai beaucoup aimé cette idée de Pink Floyd, je connaissais pas. Et, tout ça, ça marche bien, voilà, jusqu'au moment où on branche les câbles. C'est-à-dire qu'au moment où on met en prod, c'est là où on va s'apercevoir qu'il y a plein de choses qui ne sont pas tout à fait sympas pour des exploitants ou même pour la production de manière générale. Alors, les exploitants, c'est ceux qui la subissent, et sinon, c'est les équipes qui s'y intéressent. C'est encore un challenge, voilà. Toute cette gestion de configuration qui est un peu nouvelle, qui est disons, exacerbée par Docker, qu'il faut faire, qui n'est pas facile. Il y a le patch management, qui est un truc... ça n'existe pas dans Docker. Voilà. C'est-à-dire qu'on déploie... C'est là où il y a toute l'ambiguïté de la chose. Docker, c'est un packaging applicatif, ce que j'ai marqué. Mais il se trouve qu'il y a un Linux dedans. C'est pas tout à fait innocent. S'il y a un bug dans le Linux, traditionnellement dans notre truc, quand il y a un bug dans les infras, on fait du patch management. Donc, quand on en fait. Quand on en fait, on fait du patch management. C'est comme ça que je veux dire. Voilà. Ce patch management, c'est pas... c'est un outil, c'est une console, et on dit tous les Linux qui sont comme ça, tu m'installes le patch dessus, et tout de suite, parce que j'ai un 0D critique qu'il faut absolument résoudre. Avec Docker, ça c'est plus possible. Si on a un bug dans le Linux ou dans le conteneur, on ne peut pas le patcher. Et dans un conteneur et dans sa bulle, que dalle. Et il faut reconstruire l'image. Et comme l'a dit tout à l'heure Stéphane, vous avez perçu ça, quand on reconstruit l'image est reconstruite à partir de la première instruction. Si on change la base, on reconstruit tout. Donc ça prend un certain temps. Puis après, il faut le redéployer. Généralement, passer un patch sur Linux, c'est pas forcément un arrêt redémarrage. Là, si on redéploie le conteneur, il faut arrêter le précédent pour redémarrer le suivant. Voilà. Donc il y a forcément un impact utilisateur. Donc ça change des choses. Là, pour le coup, ça change l'exploitation et on ne peut pas dire qu'on fait du patch management. Voilà. Dans des entreprises, l'absence de patch management peut être un frein avec des cas. C'est épuisant. Et donc il y a deux, trois autres challenges comme ça aussi. Le fait que le Gartner en parle très bien, et j'ai pas compris ce qu'ils ont dit, mais c'est le propre du consulting en fait. Hein. Je veux dire, je suis qu'architecte. C'est-à-dire, consulting, c'est un truc... je vois à peu près ce que ça dit, mais je vois pas comment faire. Donc le Gartner dit la sauvegarde des conteneurs, c'est encore un peu limité, j'ai pas tout compris, mais je vous le redis parce que des fois vous compreniez. L'encryption, c'est-à-dire que actuellement on livre le conteneur et le conteneur n'est pas chiffré. Voilà. Donc on ne sait pas garantir que le conteneur qu'on a déposé, si on dit brutalement, est le même que celui qu'on a amené. Il y a pu y avoir altération des lieux, voilà. Bon, il n'y a pas encore tout ça. Ça, c'est des choses que le patch management, la sauvegarde, le chiffrement, CoreOS, il répond mieux que Docker. Voilà. Donc ils ont un petit coup d'avance là-dessus. Ils font du patch management CoreOS sur les conteneurs. Voilà. Donc on n'en a pas sur Docker. C'est là où je dis, potentiellement, il y a une brèche dans l'écosystème, c'est le seul truc qui peut amener. Donc il y a quand même d'autres trucs aussi, il faut
faut être précautionneux. C'est quand même technique. Une fois qu'on a du Dockerfile, c'est super simple à écrire. La livraison, il n'y a qu'à prendre Fig par exemple, et puis Nuplaboom. En fait, au milieu, il y a plein de détails techniques et c'est pas Nuplaboom. Voilà. Il y a plein de petits trucs très très particuliers, des choses qu'il ne faut pas faire. Il y a la gestion des logs, par exemple, c'est toujours un problème dans Docker. Quand on écrit les logs dans le conteneur, ils sont perdus. Alors, bof. Sans les écrire en dehors, on ne peut pas en faire la rotation. Alors, bof aussi. Donc il faut trouver un espèce de compromis avec tout ça, c'est pas super évident. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'il va falloir inventer ou réinventer. Voilà. Alors, ce à quoi vous avez échappé, Stéphane va vous en parler un peu plus. La démo marche pour de vrai. Mais vous avez échappé. Doublement. Voilà, vous avez doublement échappé à ça. En fait, c'était la démo initiale qui était prévue. On avait convenu avec Bruno que mieux valait un slide que la démo, parce que c'était assez long à mettre en place, mais c'est ce à quoi, sans parler de tous les problèmes de prod, etc., enfin, tout ce qui reste à résoudre au niveau production, c'est ce à quoi on peut tendre rapidement, et ce que je pense certains d'entre vous, s'ils ont l'occasion de mener des POC Docker, il y a plein de POC Docker qui vont certainement avoir lieu pour voir ce que ça vaut, peuvent tendre. Donc, c'est un truc que j'ai monté sur ma VM que je ne peux pas vous partager, mais l'intérêt, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un petit carré bleu, ça indique que c'est un conteneur Docker. Donc, j'ai monté une intégration continue sur une CentOS. Pourquoi CentOS? Parce que bon, il s'avère qu'ils ont un bon support Docker, j'aurais pu le prendre CoreOS ou des trucs comme ça, bon, peu importe. Donc j'ai fait ça dans une VM pour justement n'avoir rien et installer des choses. Donc l'intérêt, c'est que vous avez des images qui sont toutes faites. Donc par exemple, si vous voulez faire tourner un registry Docker, donc c'est là où on va stocker des images et c'est là où on va donc les récupérer et les pousser. D'accord? Donc il suffit de faire un Docker run registry. En gros, on expose un port en plus, on fait un -E 5000. Donc là, quand vous faites ça, le temps de téléchargement, vous avez un registry qui tourne. D'accord? Il tourne en local, vous avez votre registry, vous pouvez y pousser des images. Idem pour Nexus. Idem pour Jenkins. Vous avez des images toutes faites. Et puis là, juste pour l'information, là j'ai dit Git, mais en fait c'est que j'avais essayé il y a 1 an et demi sur un serveur que je possède, d'installer GitLab. C'est une solution autour de Git qui est assez sympa. Donc il y a du Ruby et tout, mais c'est exactement ce qu'on décrivait avant. Le manuel d'installation est tellement long, il y a tellement d'histoires avec Ruby Version Manager, etc. Pour que tout marche, il y a des histoires de clés pour Git, etc. Que les soirées que j'y avais passées n'avaient pas valu la chandelle et j'avais abandonné. Là, en fait, vous avez une image GitLab sur Docker Hub, vous faites Run GitLab. Bon, il y a quelques trucs à configurer, ça reste un peu relou, mais c'est relativement simple. Franchement, j'ai fait tourner un GitLab en une quinzaine de minutes. Alors qu'avant, l'installation sur un truc où il y avait déjà des trucs m'avait pris plus de 2h30 pour donner. Et donc là, c'est là que c'est intéressant, c'est comment vous pouvez faire une intégration continue où vous utilisez intelligemment Docker. Faire tourner tout ça dans du Docker, en fait, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais bon. Docker permet de tourner Docker dans Docker. Ils ont un super blog post sur un truc avec une super photo. Je ne sais pas qui c'est, ce chanteur de rap. Hey guy, you want it, I make Docker running Docker. Ok. Donc, en fait, avec Jenkins, vous avez certains plugins qui existent. Donc, vous avez le Docker plugin qui, lui, son intérêt, c'est qu'il est capable de spawner un esclave Jenkins juste pour un build. Donc, vous voulez faire un build, mais vous voulez le faire dans un environnement à peu près intègre. Et si, par exemple, vous avez différentes technos dans votre SI, vous allez avoir un build qui va avoir besoin d'un Maven en version 2, et puis peut-être qu'il va avoir besoin de Git pour récupérer des sources, il va avoir besoin de, je sais pas moi, NPM
pour faire de la compilation Node, etc. Vous en avez un autre qui se base sur SVN pour récupérer des sources, Maven en version 3. L'avantage, c'est qu'avec ce plugin-là, Docker Jenkins, vous pouvez spawner l'image Docker qui va bien pour le build. Donc vous allez contenir votre build dans cette image avec les outils qui vont bien. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous avez un autre plugin, vous en avez deux en fait. Vous avez Docker Build and Publish qui est assez basique, qui comme son nom l'indique, build et publie l'image dans Docker Registry. Vous avez Docker Step Plugin. Docker Step Plugin, ça vous permet en fait de dire dans votre build, à ce moment-là, je vais exécuter telle commande Docker, telle commande Docker. Donc vous pouvez faire des builds, des runs, vous pouvez faire plein de choses. Donc ce que ça vous permet de faire, ça vous permet de construire votre image Docker au sein de votre Jenkins et de la publier dans votre registry. C'est ce qu'on décrivait tout à l'heure. Sur ces choses-là, il y a quand même quelques points de vigilance à faire. Parce qu'on trouve justement sur le Docker Hub des images qui ne sont pas forcément bien faites. Et JP Zato, peut-être que je massacre son nom, mais qui est un gars très actif sur Docker, a décrit ça. Il y a beaucoup de gens qui mélangent le build et le run. C'est-à-dire qu'ils vont produire des images Docker où vous avez à la fois les outils qui ont servi pour le build et le run. Donc c'est-à-dire il y a des gens, par exemple, dans leur Dockerfile, ils vont ajouter Maven, ils vont injecter leurs sources dans leur Docker, ils vont compiler, et ensuite le war, ils vont le mettre dans un Tomcat qui est dans le même Docker. Mais ce qui fait qu'à la fin, votre image, vous avez un Tomcat, mais vous avez aussi Maven dans cette image. Ce qu'on appelle mélanger le build et le run. Donc là, quand on fait ça, ça demande quand même un petit peu de propreté à ce niveau-là. Donc juste pour dire, revenir sur ce que disait Bruno tout à l'heure sur les trucs qui sont un peu chiants. En mettant tout ça en place, certes c'est très facile, on a des trucs qui démarrent en un rien de temps, mais il faut faire des liens entre les machines. D'accord ? Donc là, Docker, quand on fait un run, il a un paramètre -link qui permet de dire toi tu connais lui, toi tu connais lui, etc. En fait, il alimente le fichier ETC-host de la machine et puis du coup, les unes se connaissent les autres. C'est assez bien fait parce que si on arrête la machine, si on la redémarre, en fait, le fichier host est changé dynamiquement, etc. Le seul problème, c'est que, en fait, avec ça se greffent des trucs comme SE Linux, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, tous les histoires de réseau. Je n'ai jamais été très fan du réseau à l'école, j'ai pas un prof qui m'a donné le goût et ça m'est resté. Du coup, on a tout ce qui est bridge, interface bridgée, NAT, etc. Qui peuvent se poser. En fait, il y a sur Docker, quand vous commencez à avoir des problèmes réseau, il y a Network Config Advanced, c'est une page qui décrit les trucs. Et en fait, ça m'a donné mal de tête à partir du 3e paragraphe, donc j'ai arrêté de la lire, mais ça explique tous les problèmes qu'on peut avoir parce que telle machine, même si on a fait un link, n'arrive pas à accéder à tel port de telle autre machine. On a aussi des petits soucis, en fait, c'est ce qu'ils appellent le username spacing. En fait, Docker, ça a des mots qui tournent sur votre machine, donc ils tournent forcément en route, d'accord ? Si vous appartenez au groupe Docker, ça vous prémunit d'avoir à faire des sudo à chaque lancement du client, donc vous pouvez faire Docker au lieu de sudo Docker, donc ça c'est cool. Néanmoins, quand vous allez monter un volume pour que le démon Docker écrive sur l'autre, partage un dossier, le démon Docker, il va le faire avec un utilisateur. Si vous indiquez rien, l'utilisateur par défaut, ça va être root. Donc, il va se passer que vous allez avoir des fichiers qui vont appartenir à un root dans un dossier, c'est pas forcément ce que vous escomptez. Et si vous indiquez quelque chose, ça va être l'UID de l'utilisateur que vous avez créé dans votre image Docker. Donc ça veut dire, par exemple, en termes de vigilance sur la prod, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un UID correspondant sur votre machine haute. Parce que sinon, vous avez un utilisateur que vous ne connaissez pas et puis vous pouvez rien faire de ces fichiers. Enfin, c'est des petits détails, mais c'est tous ces détails qui font que finalement, c'est une solution qui apporte beaucoup, mais qui reste quand même très technique, qu'il faut maîtriser. Et comme l'a dit Bruno, c'est pas la baguette magique. Il reste plein de choses à faire autour. Et si je peux juste demander une chose ce soir, c'est que vous avez tous, dans toutes les mutuelles, sur Niort et ailleurs, on a tous des
des primitives techniques très longues parce que justement, on avait à répondre à des problèmes auxquels ne répondaient pas les outils qu'on avait, où il fallait mettre du Puppet, etc. Et on préférait faire du shell parce qu'on connaissait mieux. En fait, avec Docker, on peut quand même s'affranchir de ces primitives techniques. C'est-à-dire, je suis sûr que certains auront la tentation de réencapsuler le Docker run dans une primitive technique pour que l'exploitant soit plus à l'aise. Et en fait, ça, c'est quand même le truc auquel il ne faut pas succomber. Parce que Docker, c'est, pour tout ce qui est run et build, c'est quand même super simple. Et après, il faut vraiment penser à des outils, mais pour le reste, pas pour faire tourner le Docker, pour ce qui est le déploiement, le clustering, etc. Voilà. Donc, ceux qui ça intéresse, le temps que je redémarre sous Linux, je peux vous montrer un petit peu de mise en pratique sur mon poste. Donc, j'ai un écran qui n'est pas très grand, mais voilà. Et on peut revenir sur le truc d'avant. Pour revenir sur le truc d'avant, puis après, effectivement, c'est le moment des démos sur un écran 11 pouces. Un peu plus. En fait, ça c'était vraiment. Ça tourne sur le poste de Stéphane, en fait. Voilà, il faut bien le dire. Donc, il y a plusieurs images Docker, et Jenkins démarre un job Docker, qui lui démarre un Jenkins sled dans un Docker, qui lui-même démarre un job dans un Docker. Donc, on a un Docker dans un Docker, dans une VM. Voilà. Ça marche bien, en fait. Bon, on se dit pourquoi tant de conteneurs? Bon, je n'ai pas la réponse. Mais ça marche en fait, donc on peut mettre tout ça c'est une VM, et donc un conteneur qui démarre un conteneur, qui démarre un autre conteneur, tout ça dans une VM, ça marche bien, et il n'y a pas de souci de performance, parce qu'il n'y a pas d'overhead, parce que le conteneur c'est juste une isolation, c'est pas une réencapsulation tout azimut. Voilà. On n'a pas réécrit toutes les API de Linux pour ça. Voilà. Donc la technologie est viable, y compris dans ses derniers retranchements. Et ça marche sur la vitesse du CPU sur un portable. Voilà. Une chose qu'on aurait eu du mal à imaginer il y a quelques temps de ça, si on s'était dit bon, on va mettre sur un portable toutes ces VM-là. Bon, ben là, on aurait dit bon, pensez à racheter de la mémoire. Et ben là, il n'y a pas de mémoire en même temps. Et, il n'y a pas besoin de racheter la mémoire parce qu'il en a assez avant d'acheter la part. Voilà. C'est le truc. Donc c'est vraiment important, c'est là où on change. C'est là enfin, on l'a dit plusieurs fois, j'ai dit plusieurs fois, on change les choses à plein d'endroits. Parce que avant Docker, il n'était pas question, on ne savait plus. Pas faire ça. Et, avant Docker, il n'était pas question qu'on puisse imaginer une seconde pouvoir faire tout ça. Voilà. Et maintenant, non seulement on peut le faire, mais en plus, on le voit, on voit que c'est fait. Voilà. C'est facile. Voilà, c'est facile. C'est facile. On est passé une soirée, mais rien. C'est que des choses. Quand on va prendre Puppet ou Vagrant, il y a un coup d'entrée. Alors que là, le coup d'entrée, il est léger. Enfin, c'est vraiment simple. Et pour donner un autre exemple, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez un framework qui s'appelle J-Hipster. C'est un framework Java Hype. Le logo, c'est un. Mais c'est une stack en fait qui comprend pas mal de choses. Donc, on peut avoir du Gradle, du Yeoman, du Yeoman qui marche sur NPM avec du Compass, du SAS, etc. Si on veut l'installer sur son poste, il peut très bien check-outer le truc, faire un Yeoman init, etc. C'est long. En fait, typiquement, eux, ce qu'ils proposent, ça ne marche pas sous Windows parce que Windows n'a pas encore Docker, mais ils proposent une image Docker qui est pas. Le but, c'est pas de l'utiliser sur un serveur, c'est d'utiliser sur son poste en tant que développeur pour quand on a à faire un build de l'application, on n'a pas à installer toute cette pléthore d'outils, on utilise leur image Docker, elle est maintenue, on fait un update quand il y a besoin, et puis basta quoi. Et c'est aussi un intérêt, c'est que finalement vous pourriez, quand ce sera porté sous Windows, parce qu'on a beau faire, on est tous en train de faire du dev sous Windows, d'ailleurs le partage d'écran marche, c'est ça qui est bien.
En fait, on peut avoir les mêmes outils de build, et vraiment les mêmes outils, c'est-à-dire la même brique de build, utilisée à la fois au niveau du poste du développeur et sur Jenkins pour le build. Ça, mine de rien, c'est pas grand-chose, mais à maintenir, c'est un cauchemar à tous les jours. Ceux qui ont maintenu une forge ou une ingénierie logicielle de ça, c'est un cauchemar. C'est-à-dire on va avoir besoin d'un nouveau truc, on va faire une update sur la forge, par exemple, mais le développeur qui arrive, il attend qu'il manque cette brique pour que ça marche, etc. Là, c'est simple. Ça, c'est vraiment... moi, ça, je trouve ça génial. D'un point de vue développeur, je trouve ça génial. Donc, voilà, tout à fait. Donc, les usages, les usages, ils sont de plusieurs ordres. Comme dit Stéphane, il y a le packaging d'applications. Avant, quand on voulait installer une application qui venait de l'extérieur, il y a longtemps, on se récupérait avec des makefiles, vous vous souvenez des makes. Bon, et puis ça trouve sa limite, parce qu'il faut après configurer, installer, c'est compliqué. Au bout d'un moment, ça faisait des modes d'emploi, des readme first qu'on ne disait pas, qui ne marchaient pas après, enfin, ce truc-là, compliqué. Au bout d'un moment, ils se sont mis, on a vu arriver des vagrants, des VM vagrants qu'on pouvait déployer sur son poste local, mais ça reste local. Et maintenant, on voit de plus en plus des Docker à télécharger, et donc des démos, ou des démos qu'on peut installer sur son poste. Alors, ça marche aussi sur Windows dans certaines configurations, puisqu'ils vont porter les choses. Donc on sait démarrer des images de démos en local sur un poste ou sur un serveur, et c'est la même image, c'est très pratique à faire, il n'y a pas de souci. Ça permet de faire ça permet d'avoir rapidement des systèmes tout complets qui tournent l'image. Donc quand on est fournisseur, quand on est éditeur de logiciels ou de solutions, ça permet de démontrer ce qu'on sait faire sans demander aux gens des installations compliquées. Voilà, ça c'est important. Il y a un autre usage, c'est quand on reçoit quelque chose à installer et puis que c'est compliqué, ça marche que sur CentOS alors qu'on n'a que Ubuntu ou on n'a que Red Hat chez soi et que ce truc-là ne marche pas, et c'est pas la bonne version Python, c'est pas la bonne version de truc et de machin. On peut tout à fait se faire ça dans un conteneur. On s'installe la bonne version du bon truc, du bon machin, on s'installe tout ce qui va bien dedans. Quand on est dans un conteneur, c'est essentiellement comme quand on est dans Linux, il ne se passe pas grand-chose de plus ou de moins. On installe les choses telles que... on a un shell dedans, on verrait la démo tout à l'heure. On a le Dockerfile pour builder, mais si on a envie de le faire en mode interactif, on a le shell et on fait exactement les choses dedans. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et on peut faire des VM. Quand on a fini de les faire, si le truc ne nous a pas plu, on enlève le conteneur et il ne reste plus rien sur la machine. On se retrouve comme l'agneau qui vient de naître, le plus joli. Ça, c'est important. Et le troisième usage, c'est côté serveur dans nos entreprises pour packager les applicatifs qu'on va déployer. Voilà, ça, c'est le truc qu'on a élaboré le plus au long de la démonstration, la présentation. C'est celui-ci qui va nous amener le plus de boulot pour les années à venir. Il faut s'y préparer. Ça va être bien parce qu'on va faire les choses mieux, mais il y aura un petit coup de rein à donner quelque part pour pouvoir déraper. Voilà, c'est ça le truc qui est important. Merci de votre attention. Studieuse. Vous êtes pendant vous avez peut-être des questions. Si vous êtes pendant vous n'avez pas de questions, vous voulez peut-être la démo, et si vous ne voulez pas la démo, vous pouvez peut-être manger et boire. Des questions?